13 milliards de dirhams, c'est le deal actuel le plus important entre une société marocaine et israélienne, entre Gaïa Energy et la société israélienne Grandir. Nous parlions du contour de ce deal dans un précédent épisode du Scan. On en parle également sur telquel.ma dans un article signé de mon confrère Ibrahima Bayo Junior. Énergie renouvelable, Gaïa Energy et Grandir, un mariage maroco-israélien, article que je vous invite à aller consulter. Et nous allons parler dans cet épisode du Scan à présent du marché des énergies renouvelables et de l'autoproduction d'énergie électrique. Passage au Scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Telquel. Deuxième partie d'interview avec Moundir Sniber aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et je voudrais commencer avec vous par parler de la loi 1309 qui encadre l'autoproduction d'énergie électrique. Quel est votre regard sur ce texte qui est en cours de discussion ? Écoutez, il faut qu'on fasse un cours d'histoire. Donc avant la 1309, il y avait un modèle qui s'appelait Énergie Pro, qui permettait en fait, pareil, d'injecter de l'électricité sur le réseau haute tension de l'ONE et de le vendre à un autre point du réseau, moyennant un prix de transit, certaines conditions, etc. La loi 1309 s'est inspirée de ce modèle-là et a créé une ouverture sur la moyenne tension. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de 2009, nous sommes bien en 2022, chers auditeurs, ça fait bien 13 ans, le problème n'est toujours pas réglé. Ouais. Donc ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on nous a annoncé un système, sachant que le gros sujet, c'est la moyenne tension. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons qu'une trentaine de boîtes qui sont consommateurs, qui sont à haute tension. Donc la réalité, c'est que ça n'a pas avancé du tout. Et depuis des années, dans des conférences, nous entendons que l'année prochaine, ça sera réglé. Force est à constater que non. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que nous avons plusieurs organisations avec chacun, on va dire, leur vision, si vous voulez, du leadership sur ces sujets, leur propre ego, leur propre initiative, qui ne s'entendent pas. Et on a un blocage total de la situation, au détriment du Maroc, en fait, du Maroc, de l'économie, de l'industrie, des développeurs comme nous, de tout le monde, en fait. Mais tout de même, un regain d'optimisme ou pas, en cette année 2022 avec... Écoutez, moi, je suis de nature profondément optimiste, sinon je ne ferais pas ce travail-là. Donc oui, on espère que ça va bouger. Je pense que il faut mettre des personnes peut-être qui ont un esprit un peu plus entrepreneur à des postes importants dans ces institutions, qui vont pouvoir réorganiser, mettre les gens autour de la table, parce qu'il s'agit de se mettre autour de la table et de débloquer les choses. On peut pas rester dans cette situation-là. Nous, c'est vraiment, je vais pas vous mentir, c'est un travail de combattant. Voilà, c'est un travail monstrueux qu'on doit fournir pour rester vivant. Alors que sur le papier, c'est l'Eldorado, le Maroc. Théoriquement, pour l'énergie verte, pour le renouvelable, pour des boîtes comme Gaïa. Mais dans la réalité, c'est un enfer. Votre perception de l'innovation dans le secteur aujourd'hui, écoutez, au Maroc et en Afrique? La clé du renouvelable aujourd'hui, alors il y a des milestones importants qu'on a franchis. Le premier, c'est la compétitivité du prix. Quand j'ai commencé le business, le renouvelable était beaucoup plus cher. En Europe, nous avions des systèmes de tarifs subventionnés par l'État, qui s'appelaient feed-in tarifs, donc des tarifs par technologie, que l'État subventionnait. Donc si le coût par exemple, EDF en France était de 60 centimes pour le nucléaire, l'État était prêt à payer jusqu'à 3-4 fois plus pour du solaire ou de l'éolien. Ce qui a créé un écosystème de développeurs, de fabricants, d'industriels, etc., en Espagne, en France, en Allemagne, qui a fait grandir le secteur du renouvelable. D'accord ? Aujourd'hui, chose extraordinaire, on est arrivé à peu près vers 2014-2015 à une espèce de croisement des courbes où certaines technologies éoliennes et photovoltaïques devenaient moins chères que les énergies conventionnelles. Donc notamment centrales à charbon, centrales à gaz. Et ce croisement, il a été très important parce que le renouvelable n'était plus perçu juste par un aspect, on va dire, idéologique, vert, écologique, décarbonisé, mais était contemplé d'un point de vue économique. Ouais. Et depuis ce jour-là, depuis ce point de bascule, les courbes ne font que aller chacune dans un sens opposé. Et aujourd'hui, clairement, le prix du photovoltaïque à grande échelle et le prix de l'éolien sur on va dire des zones très vantées, défie de très loin, en termes de prix, toutes les autres technologies. Donc cela va accélérer l'innovation. J'ai pas terminé. Il y a un hic quand même. Ah. Bien sûr. Mince. Bien sûr, parce que le prix c'est une chose. Mais la grosse problématique aujourd'hui, et notamment c'est le problème majeur que nous avons sur la production d'hydrogène vert, c'est que, si vous voulez, le renouvelable est intermittent. Ouais.
Donc du coup, par exemple, on va prendre le cas du dessalement, c'est un sujet que je connais bien et d'ailleurs nous sommes en train de travailler fortement sur des solutions de dessalement couplées aux renouvelables pour apporter des cas concrets rapides à déployer au Maroc parce que nous sommes dans une urgence climatique et de sécheresse qui est juste catastrophique en fait. Hein. C'est malheureux, mais bon, sachant que Israël ne fonctionne qu'au dessalement aujourd'hui, par exemple. Ben, si on couple par exemple des éoliennes au dessalement, aux membranes hein, qui font l'osmose inverse, des centrales comme le dessalement, par exemple, ne peuvent pas tolérer de coupures électriques. Et c'est le cas de beaucoup d'industries lourdes. Prenez les cimenteries, les aciéries, c'est du 24/24. Ils ont besoin d'un courant continu qui ne s'arrête pas. Or, avec le renouvelable, on ne peut pas le garantir. On a un prix qui est moins cher, mais on a de l'intermittence. Et l'intermittence, oui, sur un réseau, on va dire très développé, intelligent, comme au Danemark, par exemple, ou en Allemagne, où ils ont mis en place des gestions de smart grid, de réseaux intelligents très développés, mais aussi parce qu'ils ont des sites de production répartis sur tout le pays. Donc du coup, si ça souffle pas à l'est, ça souffle à l'ouest. S'il n'y a pas de soleil au nord, il y a peut-être de l'hydro au sud. Donc le mélange fonctionne plutôt bien. Mais le gros défi du renouvelable aujourd'hui, c'est d'offrir un courant continu. Et c'est le challenge pour l'hydrogène vert que personne n'a encore réussi. Parce que pour produire de l'hydrogène vert, il faut pouvoir avoir une énergie renouvelable qui est continue. Et dès qu'on rentre dans l'énergie continue, on parle de stockage. Et le stockage pose un gros problème parce qu'il coûte très cher. Donc l'innovation, elle doit aller dans ce sens-là, se focuser là-dessus. Donc la grosse innovation aujourd'hui, elle n'est plus au niveau des technologies renouvelables qui ont prouvé leur efficacité, leur résilience, leur durabilité. Donc un panneau solaire aujourd'hui, ça peut durer 30 ans, 35 ans. Une éolienne, ça peut durer 30 ans avec une bonne maintenance. Il n'y a plus de soucis là-dessus. Toutes les banques au monde, elles financent, tout le monde connaît. Le gros sujet aujourd'hui, c'est comment on va gérer la partie stockage. Parce que si, je prends un exemple même sur les sites les plus vantés dans le delta du Nil, par exemple, ou au Maroc, les meilleurs sites au monde produisent 60% d'électricité. C'est ce qu'on appelle le facteur de capacité de charge. C'est-à-dire que l'électricité va être produite 60% du temps. Mais le 40% du reste du temps, il faut le combler. Il faut le combler. Comment on le comble hein, et disons, par exemple, imaginez-vous qu'il n'y a pas de vent pendant 3 jours. Ben, le stockage, si vous avez 4 heures de stockage, ça va durer 4 heures. Donc le défi technologique, il est à ce niveau-là. Mais du coup, au niveau des prix, on explose tout de suite le barème, en fait. On explose le target parce que le stockage peut coûter jusqu'à 5 fois plus cher que l'installation elle-même. Dernière question, on va dire, Sniber, quel avenir pour votre groupe? Comment vous voyez Gaïa dans 5 ans, dans 10 ans? Écoutez, c'est drôle, moi, tous mes partenaires, parce que Gaïa a à peu près 16 partenaires sur les différents projets, les différents pays, qui sont tous des multinationales de l'énergie, plus ou moins. On tient toujours le même discours. Moi, je leur dis, si je suis là avec vous aujourd'hui, je serai encore là dans 30 ans. Donc moi, quand j'ai commencé Gaïa, c'est une histoire, une vision à très très long terme. D'ailleurs, le projet dont on commence la construction aujourd'hui, on l'a commencé il y a 12 ans. Donc, il faut être persévérant. Et aujourd'hui, je travaille sur des projets pour les 20-30 prochaines années. Donc, ma vision... Est-ce que vous allez nous construire un câble sous-marin avec le Royaume-Uni? Écoutez... il y a une start-up qui est là-dessus. Oui, ça pourrait être quelque chose qui... Oui, on travaille sur d'autres sujets similaires, en tout cas. Mais voilà, nous sommes animés par une vision à long terme, d'apporter une valeur ajoutée à la société, d'apporter des solutions durables. Et comme je vous ai dit, je suis persuadé que ça va passer par le secteur privé. Il faut avoir de la vision à long terme, il faut avoir de l'ambition. Et aujourd'hui, on commence à goûter aux fruits de cette ambition passive qu'on a eue pendant 12 ans. Et il y a beaucoup de pays, comme en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Tanzanie, où nous sommes les premiers développeurs éoliens. Nous sommes les premiers à avoir posé des mâts de mesure, à avoir convaincu les gouvernements à faire de l'éolien. Mais justement, c'était la question que je voulais vous poser, parce que je sais que vous êtes présent en Afrique. Oui. Vous resterez sur l'Afrique, ou est-ce que vous allez vous ouvrir peut-être à d'autres pays européens? Écoutez, on a travaillé dans des pays que je peux pas citer en dehors d'Afrique, où politiquement ça n'a pas marché. Mais quand vous faites des pays compliqués, il n'y a pas de limite à la carte. La limite, c'est l'argent. Donc, pour l'instant, le focus, c'est l'Afrique, clairement. Le gros focus, c'est le Maroc. Mais l'Afrique, c'est très compliqué, mais c'est là où il y a le plus de potentiel. Mais il y a un problème de timing. Combien de temps les États vont mettre à se structurer, à pouvoir lever des financements durables à long terme? Mais clairement, la position de Gaïa, c'est d'être leader dans notre secteur d'activité dans les 30, 40, 50 prochaines années. Merci Moundir Sniber. Je rappelle que vous êtes le président de Gaïa Énergie.
Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.